Je me sens seul dans mon petit studio. Mon ami Johan, qui co-anime avec moi d'habitude, n'est pas là. Pour une excellente raison d'ailleurs. Et je viens de voir les images sur les médias sociaux. Il a réussi sa mission. Il a réussi à faire le poids en vue de son combat à Samouraï chapitre 13. Ça se passe du côté de Gatineau. Demain, vendredi, le 7 mars. Gros combat pour Johan. Donc là, fallait se trouver un remplaçant. Co-animateur, et on a un invité spécial là, qui va passer la demi-heure avec nous au SOS Podcast. Qui est notre co-animateur invité? Roulement de tambour. Nous allons rejoindre notre ami Faber Glass. Faber, comment ça va? Oui, il manque d'effets sonores, je m'excuse. Je le sais. Non, c'est correct. Comment ça va, Ben? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté. Faber, pour ceux qui le connaissent pas, c'est la voix. C'est une encyclopédie des arts martiaux mixtes canadiens. Un gars qui a porté ça à bout de bras au cours des dernières années au niveau de la balado avec son podcast à même état. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui t'ont écouté, qui t'ont suivi pendant de nombreuses années avec tes podcasts, les amateurs d'arts martiaux mixtes québécois. Mais là, pourquoi t'es pas en studio avec moi, mon cher Faber? Bonne raison, j'espère. Ben, je suis aussi à Gatineau, évidemment, parce qu'on devait assister à la pesée. Ce matin, j'ai aidé à la promotion pour diffuser sur ses médias sociaux. Puis je voulais être là, tu sais, je pense que c'est une grosse partie de l'information. La pesée, tu vois qui est en forme, qui est pas en forme, comment les gars se regardent au face-off. On peut vraiment, je pense, voir beaucoup de choses qui vont se passer dans le combat dès les face-off, les réactions des gars, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose que je veux pas manquer. Et puis, je suis présentement, c'est ça, dans le sous-sol de l'Hôtel V à Gatineau, où s'est déroulé la pesée il y a quelques heures. Excellent. On va en parler tantôt en fin d'émission. On va revenir sur tout ce qui s'est passé à l'UFC aussi. Et on met la table pour l'UFC 313 également. Et toi, comme je le disais, encyclopédie pour parler de samouraï et des combats dans la fin de semaine. En fait, de demain, là, t'es la personne ressource. Donc, merci énormément d'être là. On parle de tout ça au SOS Podcast. Bienvenue tout le monde. Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. Ben Baudouin ici en compagnie de Faber Glass. Bien sûr, on revient tout d'abord sur l'UFC du week-end dernier en compagnie de notre ami parce que Manel Kape contre Assou Almabayev, c'était pas le gala, on va se le dire, Faber, le plus... Bon, ça passera pas à l'histoire, évidemment. Un petit gala dans la petite salle de l'UFC. Mais quand même un combat et un gala crucial pour certaines personnes, dont Manel Kape, qui a fait une bouchée seulement d'Assou Almabayev. C'est pas compliqué. KO technique au 3e round. Kape a prouvé qu'il était le prochain adversaire en championnat du monde contre Alexandre Pantoja. Là. Il va défendre sa ceinture sûrement contre Kai Kara-France avant, mais après ça, t'as pas le choix de le donner à Kape. Il a tout fait ce que l'UFC lui a demandé, puis il a prouvé qu'il était une coche au-dessus des autres. Là. Je sais pas si t'as vu la même chose. Absolument. Manel a été très impressionnant, je trouve, dans ce combat-là, honnêtement, parce que c'est dur d'affronter un adversaire comme Almabayev sur short notice. On avait quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience là, en Almabayev, malgré le fait qu'on ne l'a pas encore beaucoup vu à l'UFC. Donc, ça rend la chose doublement dure. T'as un bon adversaire, t'as pas beaucoup de tape sur lui. Ça rend la tâche ardue, mais Manel Kape vraiment prouvé qu'il est au top de la division, là, comme tu dis. La défensive, les jabs, tout passait super bien. J'ai été même surpris en regardant le combat. Je pensais que ça allait être un peu plus serré que ça, puis ça va être une domination de Manel Kape dans ce combat-là. Le seul problème avec Manel, on dirait, c'est tout ce que pas dans la cage, là, des fois, de la misère à se rendre au combat, quelques petits commentaires que t'es comme pas certain, tu sais, mais quand il est dans la cage en action, c'est un combattant qui est excitant, puis contre Alexandre Pantoja, je pense que ça ferait vraiment un excellent title fight. Ou Kai Kara-France, là, évidemment, on peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ça va être un de ces deux-là, mais la division flyweight est dans un bon état avec des combattants comme ça, là. T'sais, autant c'est pas une grosse carte au Apex, on est un peu tanné de ce format-là, mais quand t'as des flyweight en main event, je pense qu'il faut que tu regardes la carte de l'UFC parce que c'est très rare que cette division de poids-là donne des mauvais combats. C'est tout le temps des gars ultra rapides, c'est tout le temps des gars... c'est ça, t'as moins de KO, c'est peut-être moins spectaculaire, mais c'est toujours ultra technique. Puis Manel Kape, bon, tu parles de ce qu'il est à l'extérieur de la cage. Tu sais, moi, je déteste pas le personnage,
C'est un gars qui est arrivé en champion de Ryzen, tu sais. Il est arrivé à l'UFC avec un peu la grosse tête en disant, bon, je vais faire le ménage, puis tout de suite, tu sais, il se voyait champion avant de le devenir, puis en arrivant à l'UFC, il a pogné des gros noms, là, notamment Pantoja, puis Nicolas, puis bon, 2 défaites en partant, ça l'a peut-être ramené sur terre, mais il a jamais... il a toujours cru en ses capacités, en fait, là. Il a jamais douté de ce qu'il était capable de faire. C'est ça. C'est arrivé à quelques reprises qu'il a parlé beaucoup, il a pas livré nécessairement, ça a donné des combats un peu ternes. Mais honnêtement, en fin de semaine, je le regardais, puis en fait, je décrivais le gars-là, puis je regardais ses yeux, je regardais son... Tu sais, normalement, tu le vois arriver, il est assez coloré, il peut faire des sparages un peu partout, il peut même parler à son adversaire durant les combats, tu sais, faire un peu de trash talk dans la cage. Là, il avait l'air concentré. Je pense qu'il réalisait vraiment là, l'importance du combat, l'enjeu vraiment, là, puis... ça s'est pas reflété au classement. Là. Il était 6e, il est monté juste 5e. Mais malgré sport, les classements, ça reste que ça reste. Honnêtement, si on lui donne pas la prochaine chance, lui, il va péter un câble. Ouais, puis c'est ça, il n'y a pas énormément d'autres match-ups pour lui dans la division autre qu'un title fight. Mais je pense qu'on voit avec Cap ce qu'on a vu avec beaucoup de champions de d'autres promotions. Pense mettons à Eddie Alvarez, des gars comme ça. Le premier combat dans l'UFC, souvent, ça commence avec une défaite. Puis là, le deuxième combat, c'est une victoire serrée, des choses comme ça. Puis là, après, ils se mettent vraiment dedans. Tu sais, c'est vrai ce que les gens disent. L'UFC, c'est quelque chose d'autre. C'est une autre ligue. Ah, c'est une coche au-dessus, là. Le moment est tellement grand pour des gens qui rêvent de faire ça depuis toujours que quand t'arrives là, même si t'es un champion d'une promotion super respectée comme Ryzen, Bellator ou whatever, c'est vraiment une coche, puis l'UFC te donne pas de cadeau non plus à ces gars-là. Là. Ils ont toujours justement un Pantoja, un Cowboy Cerrone dans le cas d'Alvarez, si je me rappelle bien. C'est des défis là, pour commencer une carrière dans l'UFC. Puis je pense qu'on voit Cap, là, il a vraiment settled in, il comprend c'est quoi le niveau. Il a travaillé en fonction de peut-être corriger quelques petites lacunes ici et là dans sa game, puis il est vraiment là. Je pense qu'il peut donner un gros combat de championnat. Ouais, puis t'as parlé de sa défensive. Il était très impressionnant défensivement, roulait bien avec les coups, il a tout évité, il a aussi tout défendu les tentatives de projection d'Almabaev, le lutteur, qui lui, ben, un moment donné, au 3e round, il s'est juste sauvé. Là. Un moment donné, il s'est dit, ça va trop vite pour moi, puis il a juste tourné le dos. Il y a eu les petites controverses des doigts dans les yeux à un moment donné. Almabaev s'est plaint d'un doigt dans l'œil. On s'est rendu compte, finalement, on était à la reprise, le point était fermé, donc c'était pas une faute. Mais juste avant l'arrêt de l'arbitre, là, il y a vraiment eu un petit doigt dans l'œil. L'arbitre l'a pas vu. Ça a précipité les choses, mais je pense pas que le résultat aurait été différent parce que ça allait trop vite pour le Kazakh Almabaev en fin de semaine. Nasrat Akparas, Montréalais d'adoption, on va se le dire, là, il s'entraîne au Tristar depuis de nombreuses années. On le suit particulièrement ici. Il affrontait un gars pas évident, un Argentin, Ribovics, qui avait seulement une seule défaite à sa fiche. On a eu droit à tout un fight. Honnêtement, ça a gagné le combat de la soirée, puis je pense qu'ils l'ont pas volé. Là. Nasrat s'est sauvé, puis ça a tout pris. Elle s'est sauvée avec une victoire par décision partagée, Faber. Le 3e round, il était temps qu'il finisse, admettons, là, mais Esteban Ribovics, là, c'est tout un combattant. Il était incroyable. Je pense que il a probablement volé le show au Noche UFC contre Daniel Zellhuber. Ça a été comme... Tu sais, rarement, à la fin de l'année, t'es comme... Ce combat-là, entre deux combattants pas rankés, que les gens connaissent pas nécessairement, est mon combat de l'année. Puis c'est peut-être le cas l'année dernière là, avec ce combat-là. C'est sûr qu'il y en a d'autres dans la discussion, mais c'était complètement débile. Puis là, encore une fois, puis on parle de sa seule défaite, c'était contre Loïc Radzhabov, qui est comme un... Est-ce qu'il avait été champion ou finaliste de la PFL? Je m'en souviens plus trop. Puis c'est une autre décision partagée. Premier combat dans l'UFC, un peu short notice, 2 anciens partenaires d'entraînement. Puis même si Radzhabov avait gagné, clairement, Ribovics avait paru mieux, je pense, dans ce combat-là. Puis on était sortis en disant, oh, ce Esteban Ribovics-là, faut se rappeler de son nom. Puis là, tu le mets contre Nasrat, qui... je pense que c'est Olivier Aubin-Mercier là, qui racontait ça. Que, tu sais, Oli, quand il se battait, il était un peu plus comme GSP, genre un petit peu stressé avant le combat, plus en retrait, à essayer de se concentrer. Puis t'as mon Nasrat qui va high-five les gens qui sont en train de se préparer pour des combats tantôt. Parce que là, lui, il s'en va se battre, puis il est content de s'en aller se battre. Faut qu'il soit hypé, là, ouais. Oh ouais, c'est ça, c'est comme le plus grand moment de sa vie, puis Oli qui est comme... Comment il peut se sentir comme ça? Moi, je veux mourir, quasiment me demander pourquoi je me fais subir ça. Puis lui, c'est comme si c'était le plus beau jour de sa vie, le fait qu'il s'en allait se battre dans une cage. Puis ça a apparu dans l'UFC des fois. Nasrat, on l'a vu, ses défaites,
c'est qu'il est rentré comme un malade mental dans les gars, puis il s'est fait prendre avec la moins bonne défensive. Uh-huh. Je pense que ça s'est beaucoup amélioré, évidemment, sous Firas Zahabi. C'est un homme qui travaille là, les détails de la game d'une façon experte, là, je pense, comme personne. Firas, c'est toucher sans se faire toucher. C'est ça son mantra, puis on le voit avec Nasrat s'est fait toucher par un méchant coup de genou au 3e round, là, comme tu as dit, il a fini avec un... c'est celui le plus magané des deux, mais c'est ce coup de genou-là au 3e, si je me trompe pas, qui a été solide, là, puis c'est ça. Je regardais les scores, là. Il y a beaucoup de gens sur MMA Decisions, d'ailleurs, là, les médias sur place, il y en a 9 sur 11 qui ont donné le combat à Ribovics. Et il y a quand même 2 juges sur 3 qui ont donné les 2 premiers rounds à Nasrat. Et c'est Chris Lee qui était le juge décidant, encore lui, qui a donné le round 1 et 3 à Ribovics. Mais les 2 premiers rounds, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Le 3e, clairement, du côté de Ribovics. Bref, le Nasrat, en tout cas, ça fait 5 victoires de suite, là, malgré tout. Je veux dire, c'était serré. C'est lui qui est sorti victorieux. Quand il s'est battu contre des gars plus expérimentés ou plus talentueux, je me rappelle Dan Hooker, c'était un peu trop gros, trop vite pour Nasrat, peut-être, mais il serait rendu là un gars du top 15, là, de 12 à 15 peut-être, là, tu le verrais contre un gars comme ça? Certainement, je le sais pas avec Nasrat, on dirait. Moi aussi, j'ai comme un feeling que j'ai peut-être vu son plafond, mais d'un autre côté, tu regardes son âge, tu regardes comme les combats qu'il a eu, c'est pas un gars qui a pris beaucoup de dommages, tu sais, où il s'est fait avoir une couple de fois, mais généralement... Il s'est pas fait passer le KO, je pense pas qu'il s'est fait passer le KO déjà, non? C'est ça, mais il s'est fait frapper, tu sais, comme très fort dans beaucoup de combats. Il a perdu contre Drew Dober par Ground and Pound. Mm-hmm. Okay. À l'UFC, une carte de McGregor contre Cerrone, j'ai son apologie, mais c'est la seule fois dans toute sa carrière que c'est vraiment fait finir. Puis comme on voit dans ses derniers combats là, contre McDessie, notamment Jared Gordon, ces gars-là, il a pas pris beaucoup de dommages. Je pense qu'il arrive peut-être dans son pic présentement. Fait que je serais curieux, mais faut commencer avec le bas du top 15. C'est ça. Sans aucun doute. Là, il ne faut pas le pousser dans un combat du top 10 tout de suite, mettons. Mais j'ai l'impression qu'on a besoin de ce 109-là un peu à lightweight. Lightweight va toujours être une division incroyable à cause du talent dedans, mais les gens vieillissent à lightweight. Le top 5, le top 10, ça vieillit à lightweight. Puis ils ne changent pas beaucoup non plus depuis un bon moment. Là. Exactement. Fait que quelqu'un comme Nasrat, justement, qui est un action fighter, là, si tu le forces à se battre, Nasrat va toujours se battre avec toi. C'est pas quelqu'un qui va reculer devant l'agression d'un adversaire. Donc, je pense que ça pourrait devenir un genre de Dan Hooker, justement, un gars que tu connais son nom, qui est dans les rankings, pis t'es genre, OK, un tel se bat contre Nasrat, ça va être absolument... Ça va être un bon show. Numéro 13, présentement, Jalen Turner. Il y a un combat de bouquet, si je me trompe pas, c'est en fin de semaine. Grant Dawson est 14 et Benoît Saint-Denis est 15. Fait que c'est ça. C'est pas des clients faciles, malgré tout. Puis très rapido sur Mario Pinto. On lisait les notes, on lisait les observateurs, puis on disait, OK, un gros poids lourd qui arrive, premier combat à l'UFC, mais on le voit gros. Il est jeune, il est mobile, il a de la puissance, il a 26 ans. Pas été facile au premier round, Faber. Tu voyais qu'il était stressé, là. Tu voyais qu'il sentait le poids là, de ce premier combat à l'UFC, mais quand il s'est laissé aller au deuxième, tabarouette, on a compris qu'est-ce que les gens voyaient. Hein? Absolument. Tu sais, c'est comme Austin Lane n'est pas vraiment bon, mais c'est un super athlète. Là. C'est un ancien joueur de la NFL. Ça va toujours être dur de dealer avec un athlète de cette trempe-là. Mais oui, quand on regarde le talent des deux vis-à-vis l'un l'autre, là, c'est sûr que Pinto a pris le dessus assez sévèrement dans ce combat-là. Au départ d'Austin Lane, qui au final, probablement qu'on le reverra plus. Là, c'est possible. C'est possible que c'était son dernier. Il est pas jeune non plus, là, je pense qu'il a 37 ans. Fait que... Non, c'est ça. Donc, je suis props à lui, c'est essayé, mais non, je pense que c'est un bon nom là, dans la division heavyweight pour commencer ton solide prospect contre, puis là, il va sortir un highlight reel comme ça, puis après ça, tu peux mettre ça dans un beau petit package, montrer ça avant chacun de ses combats, puis les gens vont être genre, oh, on veut voir ce heavyweight-là se battre. Exact. Surtout des poids lourds qui look good, là. Ouais, c'est ça. Puis le gars, il s'exprime bien aussi, là. Il a du charisme dans son entrevue après.
il savait quoi dire. Non, je pense qu'on a pas. Je pense que l'UFC va vouloir bien le monter, bien le mettre en valeur aussi, puis voir qu'est-ce que ça peut donner. Puis ça peut monter vite chez les heavyweights, pas beaucoup de combattants non plus. OK, hey, gros show en fin de semaine. On va prendre le temps de vraiment parler, surtout de la finale puis de la demi-finale, Faber. Et là, je parle pas de Samouraï, là, je te parle de l'UFC 313. Gros week-end dans martiaux mix, mais 313 samedi à Vegas au T-Mobile. Alex Pereira, déjà une 4e défense de titre pour lui, affronte Magomed Ankalaev. Pereira, l'autre jour, quand on fait les galas sur TVA Sport, on parle souvent aux gens sur Twitter, tout ça, on demande aux gens de nous poser des questions ou de réagir. Puis il y a un gars qui nous avait écrit il y a quelques semaines, il dit « Ah, moi je suis ça un peu de loin, tu sais, l'UFC maintenant, tu sais, je regarde une fois de temps en temps, tu sais, mais comme j'ai de la misère à m'attacher à une seule personne. On dirait qu'il n'y a plus de méga vedette, tu sais. » Puis tout de suite, mon premier réflexe a été de dire, non, la méga vedette, présentement, la personne que tu dois suivre s'appelle Alex Pereira. Le gars, il est pas dans un micro, il est pas en train de crier puis de faire des tournées mondiales de promotion puis des conférences de presse à la Conor McGregor en train de déchirer sa chemise partout, mais le gars, c'est un combattant. Le gars, c'est une machine de guerre. Le gars, il est violent. Le gars, il est le fun à voir. Puis on va le voir en fin de semaine. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Comme diraient les jeunes, il y a de l'aura. Oui. Ils disent ça, les jeunes. OK, c'est bon. Il y a l'aura en tout cas, il y a l'aura d'un champion. Il est champion. Il est devenu champion super vite. Il le demeure. Puis, tu sais, à chaque fois qu'il va dans l'octogone, il va donner une performance, ça va être technique puis ça va être puissant. Ouais, puis on dirait qu'à chaque combat, il réussit à avoir un moment en particulier que les gens vont se rappeler. Fait que c'est quand tu builds là, un moment par-dessus un autre moment, par-dessus un autre moment, puis comme tu dis, il est très actif. Donc, tu sais, c'est récent dans la mémoire de tout le monde, puis ça fait de lui. Je pense que c'est fair de dire là, que c'est une des plus grandes stars, voire même la plus grande star qu'on a en arts martiaux. Mais c'est sûr, tu vas toujours avoir un John Jones, mais John Jones, est-ce qu'il se bat? Qu'est-ce qu'il fait? Personne ne le sait jamais. C'est ça l'affaire. Donc... C'est ça. Beaucoup de choses à l'extérieur qui mettent un petit nuage autour de John Jones. Il y a plus de politique puis de controverses que de vraiment, sans rien enlever à ses accomplissements. Là, s'il n'y avait pas tout ça, il serait le GOAT, assurément, John Jones. Là, il n'y aurait même pas de débat. Ouais. Mais avec tout ça, effectivement, ça fait en sorte qu'on perd un peu de respect pour lui, ou en tout cas, c'est un peu plus difficile de le considérer. Bon, Alex Pereira, il a perdu une seule fois à l'UFC, c'était contre Israel Adesanya, là, je le disais. Combattant debout, il n'y a pas grand monde de meilleur que lui. Est-ce que Magomed Ankalaev, qui est son adversaire, on va se le dire, qui lui est sur une séquence, il n'a pas perdu, ça fait 13 combats. Lui, il a été patient avant de recevoir une autre opportunité. Est-ce que tu vois Magomed Ankalaev avoir une chance contre Alex Pereira? Assurément, là. C'est comme depuis que Pereira est champion light heavyweight, je dis que c'est ce combat-là qui me... Pas que je le néglige, mais c'est le combat le plus difficile à avoir parce que Ankalaev est à la fois vraiment là, un excellent lutteur. C'est un Tchétchène, je pense qu'il s'entraîne au Daghestan, si je me trompe pas. C'est vraiment un excellent lutteur, mais c'est aussi un combattant qui est game de se faire comme kicker dans les jambes pendant 5 rounds contre Jan Blachowicz, puis comme pas trop se servir de ce skills-là de lutte qui, à 205 livres, devrait le rendre champion du monde comme un Daniel Cormier l'a été, puis s'en sert pas. Même John Jones, je veux dire, John Jones a bien plus utilisé sa lutte. C'est ce qui le différenciait de toutes les autres 205 livres, puis Cormier, même affaire. Il y avait pas des gars de même dans ces catégories-là, puis il y en a toujours pas encore beaucoup là, qui sont des lutteurs. Je suis entièrement d'accord avec toi. Là, Ankalaev, donc, il doit lutter. Là. Ah bah absolument, parce que s'il se bat debout contre Alex Pereira, ça va pas bien, là. Mais pas en tout à part de ça. Il y a aucune chance que ça vire bien pour lui parce que il est technique. Tu sais, des fois, on sous-estime le striker vraiment brawler contre un striker technique comme Alex Pereira parce que les brawlers, ils font rien de droit. Tu sais, il arrive un peu tout croche avec des angles bizarres, sont très agressifs. Fait que ça, pour un striker comme Pereira qui est super technique, qui est habitué de voir des beaux punch droits, ça peut le sortir de sa game un peu. Mais Ankalaev, c'est ça qu'il fait. Des beaux jabs, des beaux punch droits, des kicks. Tu sais, tout est quand même assez technique. C'est juste
comme Magomed Ankalaev, faudrait qu'il passe beaucoup de temps dans un gym de striking pour un jour espérer avoir les accolades de Alex Pereira. Oui, 100%. Ça sert à rien pour lui de faire ça. Donc, tu sais, c'est un peu plate à dire, là, c'est un peu classique à dire, mais c'est vraiment, si Ankalaev veut lutter, il y a des très bonnes chances de gagner ce combat-là, je pense. Puis si, pour une raison ou une autre, il se grapple pas ou est pas capable de se rendre à son grappling, ça va être une longue soirée puis probablement un finish pour le champion. C'est ça. Si ça reste debout trop longtemps, il va finir par se faire découper. Il y a pas la rapidité puis la technique d'un Pereira, c'est ça? Puis je pense même pas qu'il y a le power pour nécessairement comme faire mal à Pereira puis dissuader, même s'il y a du succès, il va pas dissuader Alex Pereira de continuer à faire ce qu'il fait parce que ça a prouvé avec le temps que ça finit toujours par marcher pour Alex Pereira. Est-ce que tu es d'accord, je sais pas si tu as vu ça, là, il y a beaucoup de personnes qui disent qui ont l'impression qu'Alex Pereira n'a pas vraiment pris ça au sérieux ce temps-ci. On le voyait plus... il a fait le tour des galas, là, il était presque à tous les galas, il était dans le coin de certaines personnes, tout ça, il a donné beaucoup... Il a fait plus de médias un petit peu ou de médias sociaux, alors qu'Ankalaev, lui, était carrément en camp d'entraînement, puis c'est son opportunité, tout ça. Donc, cet aspect-là de un Ankalaev avec le couteau entre les dents, ultra préparé, versus un Pereira qui, on a l'impression, surfe un peu là, sur ses succès, puis il a pas pris... Est-ce que tu achètes ça? Ça me fait peur un peu. J'ai vu aussi, là, puis j'étais comme, c'est inquiétant, tu sais, mais j'essaie de pas donner trop d'importance aux choses que je vois sur Internet avant les combats. C'est ça. Parce que c'est comme des fois, tu vois des choses sur Internet que t'es comme, il y a aucune chance que ça soit vrai, mais, tu sais, le fait que je vois ça puis que ça me dérange, c'est parce que j'ai le feeling que ça pourrait être vrai. Tu sais, Alex Pereira, il a vraiment eu un rise incroyable dans les dernières années, puis c'est vrai là qu'il est très en demande partout, puis partout où il va, il y a des gens qui veulent le voir, le rencontrer, faire du contenu avec lui, des vidéos. Dans combien de genres de skits Internet différents j'ai vu Alex Pereira dans les derniers mois. Donc, est-ce que ça se peut qu'ils prennent ça un peu moins au sérieux puis qu'ils ride un peu sur sa popularité du moment? Ça serait vraiment pas le bon combat pour faire ça, là, parce que c'est Dagestanais / Tchétchènes là. Les autres, il y a rien d'autre dans leur vie que le combat. Exact. Ils prennent ça 100% au sérieux. Deux choses aussi, puis on va passer à la demi-finale là, parce qu'on a des extraits d'entrevues à diffuser aussi, mais deux choses. Alex Pereira contre Khalil Rountree, les deux premiers rounds, là, c'était pas l'Alex, il pesait pas sur le gaz. On dirait qu'il l'a peut-être pris aussi à la légère. Quand il a décidé de commencer, là, finalement, le talent, la crème est remontée à la surface, le talent aussi. Est-ce que ce sera la même chose? On verra. Ankalaev, lui, et aussi Pereira, a eu tout. L'UFC l'a mis dans des bonnes positions en partant. Il a tout eu sur un plateau d'argent. Il a saisi ses opportunités en championnat, bien sûr. Mais il a eu facile, son parcours. Ankalaev, il l'a pas eu facile, lui. Lui, il a fallu qu'il attende, qu'il soit patient. Il est à l'UFC depuis 2018. Il a fait un combat nul en combat de championnat il y a une couple d'années. On l'a jamais remis en combat de championnat depuis. Il a fallu qu'il attende un autre 2 ans avant de retenir sa chance. Fait que lui, là, il a le couteau entre les dents, il est fâché. Point qui pourrait lui nuire, c'est le Ramadan. Il fait pas un jeûne complet, là. On pensait qu'il allait faire un jeûne complet du matin au soir. Finalement, il dit « Je me permets de boire de l'eau pour ma coupe de poids. » Affronter Alex Pereira durant le Ramadan, alors que tu bois un peu d'eau dans le jour, tu manges pas du tout du lever au coucher du soleil. Il se met pas ça facile, mais bref. Lui, il dit que ça peut juste le motiver encore plus. On verra. C'est la finale championnat des mi-lourds ce samedi à l'UFC 313 et la demi-finale, Faber. Il n'est pas piqué des verres. Justin Gaethje, numéro 3 à 155 livres, qui affronte Rafael Fiziev, qui est classé numéro 11. Un plan B de luxe. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais plan B de luxe, là, après la déception totale quand on a vu que Dan Hooker s'était cassé une main, qu'il ne pouvait pas affronter Gaethje. On s'est dit, le ciel vient de nous tomber sur la tête. Puis encore une fois, l'UFC réussit à sortir un lapin de son chapeau puis à nous donner un combat extraordinaire. Rafael Fiziev qui comme sort de nulle part. Comment t'es là, toi? On dirait que je m'ennuyais de lui, c'est tellement un bon combattant. Là, il est là, puis il va se battre, puis c'est comme... Autant c'est gutsy pour Justin Gaethje, mais c'est Justin Gaethje, là. Il n'y a aucune surprise, là. Mais pour Rafael Fiziev, après une longue absence comme ça, de revenir puis se battre contre quelqu'un qui l'a déjà battu
dans un combat qui avait été crève-cœur là, pour Fiziev. Fiziev, il avait très bien fait. Il a assez bien fait qu'il est favori dans ce combat-là. Là. Présentement, malgré son absence, c'est Raphaël Fiziev le favori, ça, selon les preneurs au livre là, pour l'instant. Donc, c'est surprenant ce que les gens... c'est sûr que quand tu vois Justin Gaethje se faire faceplant comme ça pour la première fois, c'est quelque chose qui est dur à oublier parce que c'est comme un peu le poster child du CTE, là, malheureusement, Justin Gaethje, là, combien de fois il nous a sorti des commentaires de « moi, je suis prêt à mourir dans la cage » ou « moi, je me donne X nombre de fights parce que de la manière que je me bats, je le sais que j'aurai plus de cellules dans la tête quand je vais être vieux. » Puis là, il mange finalement ce knockout-là qui est un des knockouts les plus violents qu'on a vu dans l'histoire des arts martiaux mixtes. Contre Max Holloway, ouais. Donc, je comprends les gens douter. Puis Fiziev avait le dessus pendant un moment de ce combat-là, mais c'est dur d'y aller contre Justin Gaethje aussi, qui crime. Ce gars-là, c'est une légende absolue. Là. Ah, 100%. Fiziev est incroyable aussi. Fait que, honnêtement, je veux pas dire que c'est un meilleur qu'au main event, mais presque. Ouais, je suis d'accord. Écoutons Gaethje, je lui ai parlé cette semaine, Faber, qui nous parle de sa réaction, là, puis de ce qui s'est passé quand il a appris que Dan Hooker s'était cassé une main. Yeah, I mean, my heart was broken. I figured it was going to be very difficult to find a replacement for this fight. You know, a lot of the guys in my weight class, me even walk around, 180, 185 in between fights, and that's a big weight cut to make in 12, 13 days. So I wasn't expecting anybody to take it. I knew there was going to be some option. Moicano started, talking, so I was like, oh, this is awesome. I'm going to take that fight. It's a great replacement. I really wanted to fight Sarukian or Oliveira, but I can't expect those guys to say yes to that, especially having to make that weight cut. And why would they, risk their number one or number two contender spot to do something for the UFC? Alors voilà, il avait ses options préférées, c'était des gars mieux classés que lui, là, les Oliveira et Tsarukyan qui sont classés 1 et 2. Il a accepté Fiziev malgré le danger. Fiziev, lui, on va aller écouter sa réaction. Au début, ça a été un petit peu compliqué. Là. Ça a pris quelques jours avant d'officialiser que c'était lui le remplaçant de Dan Hooker. Honestly, when I hear about it and I make a tweet, like I'm not believe for that he take this fight, and I'm like 100% not believe for that, and after they say no, you can the not fight with you, and I think like, oh my god, okay. And same day I'm going to take like big ice cream, and I eat one big ice cream. Yeah, and next day morning they call me like, hey, pack you back. Oh my god. So okay, let's go. Ah ouais, c'est lui qui avait écrit sur X quand il a vu que Hooker était out. Il a dit, je suis prêt, on remet ça. Au début, ça a été non. Puis c'est ça, il est allé manger sa peine avec une grosse crème glacée. Puis finalement, ils ont dit, OK, non, t'arrives à la dernière minute, une semaine d'avis, t'affrontes Justin Gaethje. Parfait. Tout un défi. Ce combat-là, en 2023, là, ça fait 2 ans, presque exactement. Là. C'était à l'UFC 286. Et Raphaël Fiziev, Faber, qui menait, là, je pense qu'il était en avant jusqu'à mi-chemin du 3e round. Gaethje a landé quelque chose de gros. Il a pris vraiment l'ascendant. Là. Il est allé voler le 3e round. Il avait gagné un des 2 premiers sur les cartes de 2 juges. Ça a donné une décision majoritaire. Je pense qu'on est en droit de s'attendre à... Et puis c'est 2 combattants c'est 2 styles offensifs, hein, puis 2 combattants debout. Fait que en connaissant ce qu'ils nous ont donné avant, en connaissant le style des 2 gars, ça peut pas faire autre chose qu'être un pote. Si ça gagne pas le combat de la soirée, je vais être surpris. Là. Non, absolument. Tu sais, tantôt, quand je disais le style très technique contre le style brawler, on a pas mal ça ici, mais Justin Gaethje reste un technical brawler. Là. C'est pas mettons un Diego Sanchez ou les Leonard Garcia de ce monde. Là. Le gars, il est incroyable en striking, mais ça reste ça. Là. On a un combattant qui nous sort des techniques de Muay Thai incroyables, qui défend le kick, des kicks à la tête en faisant le move de la matrice contre Justin Gaethje. Juste penser que ces 2-là vont s'affronter, c'est comme la raison pourquoi tu ne manques pas cette carte-là. Puis on a Alex Pereira dans le main event qu'on vient de dire que c'est peut-être la plus grande star de l'UFC, mais Somos qui vend la carte au final, pour moi, c'est absolument ce co-main event-là. Ouais, je pense que je suis d'accord, effectivement. On va aller écouter tout de suite Gaethje sur justement le défi de Fiziev, le fait qu'il connaisse bien aussi. Là. Yeah, I mean, I think his striking is absolutely world class. I've faced him before, and
it's very difficult to deal with someone at that high level of striking. And so I have to be perfect, make no mistakes, take chances, but not dangerous chances. Do you feel you have a lot to lose because of his ranking? I have everything to lose. If I lose here, it's not good. But that's happened. That's with every fight, And at the end of the day, I'm so exciting. The most consistent guy, win or lose, they're gonna want to use me. They're gonna want to use my, my skills and put me to work. But yeah, the fights will not be as big. Il a raison, là, il y a un danger pour lui. Là. Lui, il voulait affronter les gars 1 ou 2, il est classé 3. Là, il se retrouve à affronter le gars qui est classé numéro 11. S'il perd ça, il a raison. Là, puis Gaethje, il y en a plus derrière que devant. Là. Puis lui, il veut une dernière chance en combat de championnat. S'il devait perdre celui-là, ça serait vraiment, vraiment dommageable là, pour cette opportunité-là potentielle. 100%. J'ai pas les rankings devant moi, mais admettons qu'on prend tous les numéros 11 dans chaque division. Fiziev est probablement le meilleur numéro 11 au monde. Je vais les regarder. Là, puis sûrement... Ouais, c'est... Ben, José Aldo à 135, ben, tu sais, José Aldo à 38 ans. Giga Chikadze, il en a reperdu. Si tu montes à 170, Steven Thompson à l'âge d'or. Roman Dolidze à 185, on va le voir dans 2 semaines. Dominique Reyes, qui aussi en a reperdu. Puis Shamil Gaziev chez les lots. Ouais, c'est sûr. À 100%. C'est un gars qui est juste ranké 11 parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Puis il a eu un genre de défaite bizarre par blessure contre Mateusz Gamrot dans un autre combat qui gagnait encore une fois. C'est ça. Donc, non, ça va être incroyable ce combat-là. On va mettre les deux. C'est une bonne petite carte en dessous de ça quand même. Ouais, il y a des bons petits. On n'a pas une mauvaise petite carte. Turner contre Ignacio Barmonda. Ça, c'est deux combattants spectaculaires. Ouais. Curtis Blade contre Rizman Kouniev. Ça, c'est la finale à des combats préliminaires. Là, Faber, honnêtement, Blade, ça, c'est un drôle de matchmaking. Le Blaze, il est encore classé 5e chez les lourds. Je pense qu'il est sur une séquence de victoires, si je me trompe pas. Puis Kouniev, lui, c'est un Russe, premier combat à l'UFC. Puis on le met contre Blaze. Honnêtement, là, je sais pas. On n'aime pas beaucoup Curtis Blaze. Là, puis je sais pas c'est qui son agent qui a accepté ça aussi. Mais bon, bref. Mais je veux vous faire passer les deux derniers extraits parce que ça parle aussi du fait que les deux gars, on les a pas vus depuis longtemps. Tu l'as dit, Fiziev, presque 2 ans d'absence, lui, parce que c'est blessé sérieusement un genou à son dernier combat contre Mateusz Gamrot. Il est prêt depuis septembre, mais personne ne voulait l'affronter. Puis Gaethje, lui, il s'est pas battu depuis 11 mois, depuis son gros KO contre Max Holloway, comme tu as dit. Puis c'était important pour lui de prendre des pauses. On va écouter un à la suite de l'autre, Fiziev et Gaethje sur leur absence. I'm doing it all my life. I'm fight since 11 years old. And yes, almost 2 years of fighting. That's big time. That's big time. But I miss to that. I miss so much. And we know when humans miss for something, they make it. When they do it first time, sometimes it's going good. Puis on va écouter Gaethje, Phil, si tu veux. I think it was very important for me to take the break. Getting knocked out like that, we have to take time. The human body is so resilient, but it needs time. And so I feel good. I think I've made the right decision to take the time and not spar for 6 months, not get touched for 6 months. And I think that was huge for me. I think it's going to allow me to go in there and be the same fighter that I always have been. And do you have the itch to come back now? Yeah, I mean, especially when you get knocked out. I mean, there's nothing you want more than to come in there and prove the people that believe in you right and prove people wrong and, get back on the winning side of things. That's a lot more fun on the winning side than the losing side. Alors voilà, effectivement, demi-finale, puis est-ce que ce sera le même Justin Gaethje? Je pense que son style peut pas changer. Est-ce que son menton va suivre? C'est un peu ça aussi, la grosse question après ce face plant, comme tu as dit, contre Max Holloway. Là, tu regardais la carte, y a-tu un autre combat, toi, qui attire ton attention avant qu'on passe à Samouraï? Non, je pense qu'on a pas mal... il y a toujours... C'est sûr, Bobby Green, c'est un personnage. Je veux toujours voir Bobby Green se battre, mais est-ce que c'est pour ça que je vais tune in? Absolument pas. Non, c'est ça. Absolument le co-main event. J'ai toujours eu quelque chose pour Curtis Blaze, moi. Je sais pas pourquoi. Pas le style le plus intéressant, mais c'est peut-être parce que justement, il est mal aimé de l'UFC. Ben, 100%. Je root pour lui. J'aimerais ça le voir avoir du succès, le voir avoir une chance au titre un jour. Puis je root vraiment pour lui. Puis
Kouniev, vétéran de la PFL. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est un dur match. Très, très dur match. Ah, c'est ça. On sait pas trop à quoi s'attendre parce que c'est ça. Le gars, on le connaît pas, Kouniev, puis je regardais sa fiche, ça a pas l'air d'être un. C'est ça, c'est pas un jeune, tu sais, c'est pas la jeune vedette montante que tu te dis, OK, on le voit gros, on veut le tester tout de suite en partant. C'est plus comme un vétéran qui a fait qui a roulé sa bosse un peu partout. En tout cas, bref, UFC 313, donc carte préliminaire, 20h, TVA Sport 2, samedi, et à 22h, télé à la carte, avec JP, Pat et Valérie, bien sûr. Hey, on prend les dernières minutes, mon Faber, et là, on est dans ton monde. Parle-moi de Samouraï 13. La finale, Darian Weeks, ça, c'est un ancien de l'UFC. Oui. Et il affronte le Julien Leblanc, le Québécois. Ceinture des poids moyens de Samouraï en jeu. À quoi faut s'attendre? Ça va être un combat très intéressant. On a deux gars qui sont quand même grands, qui veulent se servir de leur jab. Je sais pas si vous vous souvenez du combat de Johan Lennes, justement, face à Darian Weeks. À l'UFC. On a un combattant qui veut se battre quand même loin en Darian Weeks. Bon jab, travaille bien derrière ses straight weapons, vraiment. Puis Julien Leblanc aussi, qui est un gars de Patnaud, d'arts martiaux. Vraiment une bonne kicking game. Et vraiment un takedown, genre shoot single leg outside trip, vraiment efficace. Pour une raison ou une autre, le passe ce takedown-là à presque tout le monde. Puis je pense que ça pourrait être ça là, dans un duel où on s'attend à voir deux gars qui font du combat debout. Je pense que Julien Leblanc pourrait surprendre là, avec cette petite amenée au sol-là. Puis Julien a vraiment un bon fight IQ. Il est bon pour gagner les rounds. Il sait à quel moment il doit accélérer un petit peu. Puis c'est quelqu'un qu'on a vu commencer là, des fois ses combats de façon un peu conservatrice. Là. Okay. Il va y avoir 5 rounds ici. C'est ça. Donc je pense que pour Julien Leblanc, ça va donner plus de chances de s'exprimer. Puis je m'attends à un très, très bon main event de très haut calibre. Là. Darian Weeks a pas perdu depuis qu'il est sorti de l'UFC. Je pense qu'il est sur 4 victoires consécutives, si je me trompe pas. Contre des bons adversaires aussi. Là. Quand tu regardes sur Tapologie, tu veux voir le carré vert de la victoire, mais tu veux aussi voir la fiche de l'adversaire. Ouais. Puis c'est battu contre des fiches qui avaient beaucoup d'allure. Donc, très, très haut niveau. Là, on parle de deux gars aussi qui ont 31, 32 ans, donc il est pas 100% trop tard pour eux de soit faire un retour dans l'UFC pour Darian Weeks ou d'avoir la chance de se battre à l'UFC pour Julien Leblanc. Surtout avec ce qui arrive en mai à l'UFC à Montréal et Samouraï la veille. On sait que ces cartes-là sont des cartes qui attirent beaucoup d'attention de la part des gens de l'UFC. Donc, si Julien est capable de devenir champion puis il est capable d'avoir un match-up sur la carte du mois de mai, ça pourrait être l'UFC pour lui d'ici la fin de l'année. Donc, c'est un combat qui en détermine beaucoup parce que le perdant, malheureusement pour lui, c'est peut-être la fin là, du rêve ici. Ouais, exact. 3 victoires de suite pour Julien Leblanc. Alors que son adversaire, lui, a 3 défaites au total en sa carrière, mais les 3 sont survenus lorsqu'il était dans l'organisation de l'UFC. Alain Majoric contre Maxime Soucy, co-main event. Ceinture aussi là, en jeu, championnat des poids coqs. C'est la première fois que Max descend à 135 livres? Je pense que oui. Puis en tout cas, à ce que j'ai vu... Son dernier combat, c'est son combat de championnat. Donc oui, c'est son premier combat où il se bat à 135 livres. Incroyable. Vraiment bien à la pesée là, ce matin. Ah ouais, hein, c'est ça. Comme un des premiers présents, capable de jaser avec tout le monde. Donc, les gars du bas du fleuve, là, les gars du bas du fleuve, c'est des professionnels. Ils arrivent, sont préparés, sont là, ils font leur job. That's it. Good job, Max. Ouais, puis Max aussi, qui est comme un combattant de très haut niveau là, pour un 5-2. C'est quelqu'un qui, depuis sa tendre enfance, pratique le karaté, mais le vrai karaté où ça se bat. Là. Okay, ouais. Et puis, très bon athlète de jiu-jitsu. Par opposition au faux karaté où ça se bat pas. Bref, en tout respect pour les... Mais non, mais tu sais... Écoute, des fois, il faut que tu te fasses des arts martiaux pour les petites familles, puis des catapes, c'est le fun. Mais... C'est pas fait pour tout le monde, ce sport-là. Il y en a pour qui... Non. Quand tu veux te battre pour vrai, c'est pas des farces. Tu joues pas à te battre. Mon chum Pat le dit souvent, faut que tu sois prêt, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à ça. Mais bref, Max en est un, puis c'en est un vrai, je suis d'accord avec toi. Bref, à quoi tu t'attends? Majoric, je le connais pas beaucoup, là, honnêtement. Lui aussi, un gars de Gatineau, hein? Oui, un gars de Gatineau qui va avoir une énorme foule. Là. Un des gros moments de Samouraï depuis que c'est commencé, c'est l'entrée d'Alain Majoric à son premier combat pro au dernier Samouraï à Gatineau. Okay. Écoute, il devait avoir vendu presque comme 4 à 500 billets là, à lui seul. Donc, l'accueil était incroyable. Puis on s'entend qu'il y a beaucoup d'autres gens de Gatineau qui ont acheté le billet à quelqu'un d'autre, mais qui connaissent quand même Alain. Donc, il va avoir un gros crowd derrière lui. Puis
Alain Majoric, c'est un bruiser, là, comme il s'en fait peu. C'est un combattant que des fois, tu le regardes après un round et demi, pis t'es comme, oh, on dirait qu'il est fatigué, on dirait qu'il va manquer de jus, mais c'est juste comme visible dans son body language, jamais dans sa performance. C'est quelqu'un qui, même fatigué, va se battre à 100 000 à la ronde. C'est un gars qui a l'air d'avoir le body type de « il va commencer fort, puis il va ralentir », mais c'est aussi le genre de gars qui va absolument voler le 3e round de tous ses combats. Okay. Donc, c'est très intéressant contre Max, qui est extrêmement technique, qui a un super... bonne gestion de la distance, bouge bien ses pieds, qui est un combattant très mobile. Puis t'as Alain qui va vraiment essayer de se battre plus près de lui, utilise bien pour un combattant de Pat Node qui est principalement un gym de striking. C'est un de leurs bons lutteurs. Il y a un bon feel pour les amener au sol et tout ça. Mais c'est aussi quelqu'un qui pack un solide punch. Il frappe très, très fort. Donc Max, il sait, peut pas vraiment niaiser là dans la pocket puis se faire toucher par Alain Majoric parce que ça pourrait être un gros upset. On se cachera pas. Probablement que Max Soucy devrait être favori dans ce combat-là. Vu l'expérience, il a été champion dans l'Ouest canadien avec BFL. Il a affronté des combattants là, de très haut niveau là-bas. Donc, c'est sûr que on s'attend à ce que Max ait une belle performance ici, mais Alain Majoric, c'est absolument pas le gars que... C'est pas le gars que tu veux prendre quand il est underdog, puis il sait qu'il est underdog, parce que avec toute la foule derrière lui, plus, là, c'est comme l'occasion de sa vie. Là. C'est ça que j'allais dire avec la foule en plus au centre Slush Poppy à Gatineau. Parlons de mon chum Johan là, contre Keenan Pattershuk à 185 livres. Ça a bien été à peser aussi. Johan me parlait il m'analysait son combat la semaine passée quand on jasait. Il dit c'est un gars qui... Pattershuk, j'ai pas l'impression qu'il y a une bonne forme physique, là, une bonne condition physique en fait. Je pense que Johan, son plan de match, c'est un peu de laisser passer la tempête. C'est un gars qui va commencer fort, mais il va pouvoir se faire justice plus dans les rounds 2 et 3. T'es d'accord avec sa vision? Ouais, c'est une très bonne analyse de la part de Johan. On va avoir un bon gap technique ici entre les deux. Okay. Deux vétérans de CFFC qui se sont tous les deux battus pour le championnat CFFC. Malheureusement, Keenan ne l'a pas remporté. Mais c'était contre Kyle Dawkins quand même, là, qui est un énorme adversaire. Donc, c'est un combat que quand tu as juste 6 combats d'expérience, tu peux te permettre de perdre. Mais, ouais, Johan, vraiment, surtout avec son retour aux sources là, à son dernier combat à Samouraï, on a vraiment revu le Johan des jours de TKO où, oui, excellent combat debout avec une bonne technique, frappe très, très fort, mais c'est les amener au sol, son contrôle au sol, son ground and pound, c'est ça qui avait fait de lui le combattant qui était, je pense, dans le temps de TKO, puis on a vraiment revu ça sortir contre Mac Larson. Puis encore une fois, là, je pense que ça va être une grosse partie du game plan pour Johan qui va vouloir, comme il dit, laisser passer la tempête, parce que Pattershuk, autant qu'il y a un surnom qui est lié au jiu-jitsu, semble vraiment plus vouloir faire mal aux gens avec ses points, puis terminer ça de façon expéditive par knockout. Et c'est ça. On a Johan Lennes qui a prouvé avoir un excellent menton, un excellent fight IQ. Donc, je pense qu'il est dans une très belle position contre un solide adversaire. Johan qui prend pas des clients faciles depuis qu'il est revenu. Non, exact. Un Américain, Pattershuk. OK, en rafale. Mallette contre Jordan Mein, ça, je sais pas, ça m'intrigue. Là. Danny Mallette. Incroyable. Incroyable. Fan favorite, hein? Oui, c'est ça, Danny Mallette, fan favorite, mais encore un gars qui est très technique avec sa boxe. C'est principalement un boxeur. Si Danny kickait un peu plus, je me demandais, je pense que ça pourrait transformer sa game complètement. Ouais. C'est vraiment un gars qui sert beaucoup de ses points. Jordan Meehan, qui récemment, tu sais, souvent tu vois les combattants d'MMA qui deviennent un peu plus vieux, puis ils ont beaucoup d'expérience, puis ils deviennent naturellement plus des grapplers. Plus prudent. Je pense qu'on a vu ce genre de côté-là de Jordan Meehan dans son dernier combat. Et puis... hâte de voir ce que ça va donner. Tempête qui est passé à côté de moi. Ouais, est-ce que c'est correct? Oui, j'ai vraiment hâte de voir ce combat-là. C'est un des sleepers sur la carte. Là, si t'es pas au courant de la carte, quand tu vas tune in, ces deux-là vont rentrer dans la cage. Il y a aucune chance que ça soit pas incroyable parce que, honnêtement, Danny Mallette, je pense qu'on peut dire qu'il est le meilleur au Canada à son poids. Maintenant que Johan est monté à 185 livres, je pense que Danny est numéro 1, vient d'aller battre Dan Chick dans l'Ouest canadien, qui est un dude qui perdait jamais, qui est une légende dans ces coins-là du pays.
Donc, il a battu Joe Ramsey pour la ceinture. Je pense qu'on peut dire numéro 1 à son poids. Puis là, il affronte un vétéran de l'UFC, de Bellator, de presque toutes les ligues qui existent au monde, qui se battait à 16 ans contre Rory McDonald. C'est vraiment un combat de tous les instants, là, qui s'est matérialisé quand même rapidement. Fait que c'est comme un bonus un peu sur cette carte-là. Je pense que c'est le meilleur bonus qu'on peut avoir. 47e combat pro pour Jordan Meehan, il est 32-14 dans toutes les plus grandes organisations. Puis t'as Alex Morgan sur la carte aussi. Tu parlais de meilleur au Canada. C'est Alex encore Morgan. Un des meilleurs 145 au Canada aussi. Là, donc, absolument. Peut-être la tête d'affiche de Samouraï MMA. Pour le monde de Gatineau, Isaac Blais qui est de retour sur cette carte-là, qui est un gros prospect du stade TKO. Malheureusement, beaucoup d'annulations, de choses, mais il affronte Diego Santos. Puis un combat qu'on parle pas beaucoup, mais Mehdi Zaidvan affronte John Nguyen. John Nguyen était champion de Unified MMA. Okay. Et il a perdu sa ceinture contre Matteo Vogel, mais il a vraiment donné le combat de la vie à Matteo. Ça a été une décision de 5 rounds. Si tu te fiais au visage des deux, Matteo clairement plus magané que son adversaire à la fin du combat. Donc, John Nguyen, le combattant de haut niveau, 12 combats professionnels face à Mehdi Zaidvan qui est 5-0. Ça, c'est un incroyable fight. Puis c'est en tout début de carte. Là. Donc, faut vraiment tune in UFC Fight Pass à 8h du soir, 20h. 20h. L'autre système. Et puis, non, c'est ça, faut pas manquer ça parce que dès le début de la carte, là, t'as les Isaac Blais, les Mehdi Zaidvan, puis à partir de là, ça ne fait qu'augmenter avec les Lennes Morgan et Danny Mallette de ce monde, man. Ça va être absolument. Je te souhaite une super soirée. Donc, l'invitation est lancée. Tu vas être à l'analyse, en fait, en anglais sur UFC Fight Pass. Donc, à ne pas manquer. Et là, je vois. C'est qui ça? Attends un petit peu, vas-y. Oh, t'es au podcast. Vas-y. Oh, wow. Ah, Johan, Salut, OK. Comment ça? Oh, OK, le gars revient du spa, là, en robe de chambre, là. Comment ça va? Je te demande comment ça va. Top shape. Meilleure déshydratation et réhydratation de ma vie. Encore une fois, à 185, ça se fait bien. Justement, je m'en vais relaxer dans la piscine dehors un peu, dans le bain chaud, là. Fait que pour qu'un gars puisse prendre un bain chaud après une weight cut, c'est que la weight n'a pas été si difficile que ça. Donc non, je me sens très bien, j'ai hâte à demain. Écoute, tu nous entends pas, mais pour ceux qui nous écoutent puis ceux qui nous regardent, bonne chance, mon ami. On va regarder ça demain soir contre... t'affrontes un gars qui s'appelle Keenan Pattershuk, exact, Johan. Donc, tant mieux, ça a bien été. Il va être en grande forme demain. On n'a pas le temps pour les actualités. Juste avant de se quitter, là, juste une petite note. Gardez un œil sur le partenariat entre TKO, qui est la maison mère de l'UFC, et ce qui s'est passé avec Turki Al-Alchik, qui est le grand maître de la boxe en Arabie Saoudite. Ce partenariat-là entre ces deux entités-là, ça va, je vous le prédis, là, ça va changer le monde de la boxe potentiellement. Bout pour bout, là, ça va être immense. Probablement que la boxe sera plus jamais pareille parce que vous avez l'expérience au niveau événementiel puis de l'organisation d'événements de l'UFC et vous avez l'argent de l'Arabie Saoudite pour faire les plus gros combats de boxe au monde. Je vous prédis que ça va être fou raide. La boxe ne sera plus jamais la même. Vous l'aurez appris ici au SOS Podcast. OK, Faber, on a déjà dépassé tout notre temps. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je te laisse aller prendre ta chambre, faire une petite sieste puis te préparer pour demain, mon chum. Merci. Yes, merci infiniment de m'avoir eu, Ben. Super le fun. À bientôt, mon ami. À bientôt, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là à la maison et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode du SOS Podcast. Ciao. SOS Podcast!